Je vous souhaite la bienvenue à cette formation à l'utilisation de la plateforme Ma propriété forestière, qui est organisée par la cellule d'appui à la petite forêt privée et le GAL Pays de l'Ourthe. Alors, donc, moi, je m'appelle Anne Gillard, je suis chargée de mission au GAL Pays de l'Ourthe. Et le GAL, pour Groupe d'Action Locale, c'est une ASBL de développement rural qui est active sur 7 communes au nord de la province de Luxembourg. Vous les voyez affichées là, il s'agit de Durbouy, Manet, Érezé-Othon, Randeux, La Roche-en-Ardenne et Oufalise. Et avec l'aide des subventions de l'Europe, de la Wallonie et de ces 7 communes, nous accompagnons les acteurs de ce territoire sur 6 thèmes principaux. Il s'agit de l'énergie, de l'alimentation durable, de la mobilité douce, de l'agriculture, du tourisme durable et du bois. Alors le bois, c'est un élément important dans le paysage local parce que un peu plus de la moitié de la surface du territoire est couverte par la forêt. Et à cette forêt est attaché tout un secteur, tout un secteur économique. Ce secteur va de l'indépendant ou de l'entreprise qui plante, qui élague, qui abat, au menuisier, à l'ébéniste, en passant par l'entreprise de construction en ossature bois, ou encore par le fournisseur de combustible. Et à travers ces actions, dans la fiche bois, le GAL vise à soutenir ce secteur, que ce soit via une exposition, Le bois, mon métier, qui existe aussi sous forme de carnet, qui va à la rencontre du public, adulte et scolaire, pour le sensibiliser aux métiers qui existent autour du bois. Alors, nous menons aussi des collaborations avec les 3 écoles en menuiserie du territoire. Et enfin, nous parlons de chauffage au bois. Nous voulons aussi pouvoir informer et outiller les propriétaires forestiers. Et cela, nous le faisons en collaboration avec la cellule d'appui à la petite forêt privée. La collaboration existe depuis quelques années et elle nous a déjà permis d'une part d'organiser des travaux de gestion forestière qui sont groupés pour différents propriétaires au sein de communes limitrophes et une sensibilisation au reboisement. Alors, je vous laisse maintenant avec David Berck et Corentin Coles de la cellule d'appui à la petite forêt privée. Je vous retrouverai en fin de séance et d'ici là, je vous souhaite une très bonne formation. À tout à l'heure. Voilà, bonsoir à tous. Donc, mon nom est David Berck de la cellule d'appui à la petite forêt privée. Je viens de parvenir à vous présenter, à vous afficher plus exactement le PowerPoint qui présente en 3 slides qui est la cellule d'appui à la petite forêt privée. Il s'agit d'un service de l'Office économique wallon du bois qui a pour objectif d'aider les propriétaires de petites parcelles forestières à mieux connaître et à mieux valoriser leur patrimoine forestier. La cellule d'appui s'adresse essentiellement aux propriétaires de parcelles de moins de 5 hectares. Les différents services que nous offrons sur toute la Wallonie, eh bien, ce sont des services personnalisés avec notamment un guichet d'information où on peut nous contacter soit par téléphone, par email ou bien par courrier pour demander toute une série d'informations relatives à la forêt, que ce soit le prix des bois, la santé des arbres, des questions de législation ou de chasse, par exemple, ou bien pour aider à avoir des informations sur ces parcelles forestières. Nous proposons aussi des services sur le terrain, des visites de diagnostic personnalisées et nous nous rendons sur place avec vous et on observe
votre parcelle forestière et on a l'occasion de vous donner quelques conseils ou recommandations pour une meilleure prise en main, une meilleure gestion. De façon plus générale, on propose aussi des services et des outils en ligne, notamment plusieurs sites Internet, comme le site entrepriseforestière.be, sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre d'entreprises de la filière forestière, que ce soit des pépiniéristes, des exploitants forestiers, des acheteurs de bois, des bûcherons, toute une série d'entreprises qui se sont inscrites et qui sont disponibles pour vous offrir les services forestiers dont vous avez besoin, notamment aussi en matière de gestion. Un deuxième site, c'est le site forêtavente.be, où on essaye de mettre en relation propriétaires vendeurs et acheteurs potentiels pour essayer justement de dynamiser un peu ce secteur-là et mettre en évidence les offres de parcelles forestières qui sont à vendre. Et si vous vous inscrivez sur ce site, vous recevez une notification systématiquement quand une nouvelle annonce est publiée. Alors, un troisième outil qui va faire l'objet de la présentation de ce soir, c'est la plateforme mapropriétéforestière.be. Mais je ne vais pas être plus long puisqu'on va y revenir très rapidement. Et alors, comme Anne l'a déjà évoqué dans sa présentation, nous proposons aussi, sur certaines zones du territoire de la région wallonne, des opérations de gestion groupée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des actions qui permettent aux propriétaires forestiers de se regrouper pour bénéficier d'un certain nombre de services tels que ceux que j'ai proposés précédemment, mais aussi une animation beaucoup plus locale. Donc, nous sommes actifs depuis déjà un certain nombre d'années et on est intervenu dans plus de 25 communes et à plusieurs reprises sur le territoire couvert par le GAL du Pays de Lourdes, notamment sur la commune de Manet, où on a eu plusieurs opérations groupées, et sur les communes de La Roche et Oufalis, où nous avons mené une action de gestion groupée sur un territoire forestier qui s'étendait partiellement sur chacune des deux communes. Alors, pour pouvoir bénéficier de ces opérations de gestion groupée, il faut évidemment, comme je l'ai dit, être dans le public cible et avoir des parcelles qui font maximum 5 hectares d'un seul tenant. Ce sont toujours des actions qui sont proposées aux propriétaires d'une zone. Donc, les propriétaires décident de participer évidemment sur une base tout à fait volontaire. Et l'objectif, c'est de mettre aussi en relation les propriétaires avec les professionnels de la filière pour la réalisation de toute une série d'opérations liées à la gestion forestière, que ce soit la vente de bois, des travaux de reboisement ou toute une série de travaux sylvicoles. Voilà en quelques mots les services offerts par la cellule d'appui à la petite forêt privée et on essaye en général de travailler au niveau local avec un relais de proximité, comme c'est le cas ici avec le GAL Pays de Lourdes. Voilà, on va maintenant passer directement à la présentation proprement dite de la plateforme mapropriétéforestière.be. Donc, pour accéder à cette plateforme, il y a différentes façons de faire. Soit vous tapez directement dans votre moteur de recherche www.mapropriétéforestière.be, comme ceci. Et alors, vous allez arriver sur un écran d'accueil tel que celui-là. Ou bien alors, vous pouvez directement aller dans Google et vous tapez dans Google mapropriétéforestière.be. Et vous voyez tout de suite que le site Internet apparaît directement dans les premiers résultats de recherche. Voilà, donc si je reviens après avoir fait la recherche dans Google et avoir cliqué sur mapropriétéforestière.be, on arrive ici sur l'écran d'accueil. Donc, ce qui est important de préciser aussi,
c'est que je vais vous montrer toute une série d'opérations que je vous demande de ne pas essayer de reproduire en direct parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de suivre directement ce que je vous présente, mais vous aurez tout à fait l'occasion, par contre, de retester l'utilisation de cette plateforme un peu plus tard. Et pour votre information, nous avons démarré un enregistrement de la présentation qu'on pourra vous partager par la suite. Et donc, vous pourrez revoir à votre aise les différentes étapes. Donc, il est préférable de plutôt être attentif à la présentation que d'essayer de faire en direct les opérations qu'on va vous montrer. Donc, une fois que vous arrivez sur la plateforme, la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur la plateforme. C'est une inscription gratuite et pour vous inscrire, vous devez cliquer sur le bouton « S'inscrire » et vous remplissez les quelques champs qu'on vous demande de compléter pour pouvoir valider votre inscription. Alors, il y a 4 champs qui sont tout à fait obligatoires. C'est le nom, le prénom et l'adresse email ainsi qu'un mot de passe. Donc, après votre adresse, votre numéro de téléphone, tout ça, c'est facultatif. Donc, vous devez inscrire votre nom, votre prénom, une adresse email valide. J'insiste bien parce que votre identifiant pour vous connecter sur le site mapropriétéforestière.be, ce sera l'adresse email qui est renseignée là-bas. Donc, si vous mettez une adresse qui n'est pas valide, ça ne fonctionnera pas, d'autant plus que pour confirmer votre inscription, vous allez recevoir un email avec avec un bouton sur lequel vous devrez cliquer pour valider définitivement votre inscription. Alors, le mot de passe est laissé évidemment à votre appréciation. Ensuite, vous cliquez sur « J'accepte les conditions du service ». Vous pouvez évidemment aller lire les conditions d'utilisation. Et puis, vous cliquez sur « Créer mon compte ». À ce moment-là, vous allez recevoir dans votre boîte mail un email vous demandant de confirmer votre inscription. Alors, soyez attentifs, l'email peut parfois arriver dans vos spams ou ce qu'on appelle aussi les courriers indésirables. Donc, allez voir si le message n'arrive pas à cet endroit-là. Et si vous utilisez une adresse email qui se termine par yahoo.fr, il arrive quand même que le délai avant de recevoir ce mail-là soit un peu plus long. Comme ça, vous êtes informé. Et alors, une dernière question technique, c'est que le site mapropriétéforestière.be fonctionne avec les moteurs de recherche type Google ou Firefox, mais ne fonctionne pas avec Microsoft Edge, qui est le successeur d'Internet Explorer. Voilà pour ce qui est des informations tout à fait pratiques pour s'inscrire. Moi, comme je suis déjà inscrit, je vais fermer cette petite fenêtre-là et on revient à l'écran d'accueil. Une fois que vous êtes inscrit et que vous avez validé votre inscription, alors vous pouvez accéder au service en vous identifiant à partir de votre mot de passe. Et d'abord, ici dans la partie accéder au service. Et puis alors, vous mettez évidemment votre mot de passe et vous cliquez sur s'identifier. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez la possibilité de cliquer ici sur mot de passe oublié et vous allez recevoir un nouveau mot de passe. Vous allez recevoir un email avec votre mot de passe. Donc voilà, je clique sur s'identifier. Et alors, vous arrivez vraiment sur votre espace personnel. Il est bien clair qu'une application telle que nous l'avons développée est soumise à toute une série de règles de confidentialité, puisque vous allez y apporter des informations sur votre propriété. On a été très attentif à assurer la confidentialité des données et aussi la confidentialité de l'inscription et l'authentification sur la plateforme. C'est pour ça que vous devez vous connecter avec un mot de passe et qu'avant de valider votre inscription, vous avez également
un email que vous recevez et avec une action supplémentaire à devoir faire en cliquant sur le bouton « Valider l'inscription ». Donc, quand vous arrivez sur la plateforme, voici votre espace personnel. Et donc, il est vierge ici puisque vous n'avez encore rien mis dans votre espace personnel. Je vous présente un peu l'écran. Vous avez un bandeau grisé sur la partie supérieure où vous pouvez retrouver deux choses. La première, à gauche, mapropriétéforestière.be. Chaque fois que vous cliquerez sur cet écran, enfin sur ce nom, vous reviendrez au début, donc à la page d'accueil de votre espace personnel, qui est celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Et puis sur la partie de droite, avec votre nom d'utilisateur, et vous trouvez une petite flèche. Et là, si vous cliquez sur cette petite flèche, vous pouvez accéder aux infos d'utilisateur que vous avez déclarées à l'inscription. Donc, vous voyez, ici, moi, je n'avais pas inscrit grand-chose. Vous pouvez, par là, modifier votre mot de passe, modifier l'adresse email, voire supprimer définitivement votre compte. Soyez bien attentifs que si vous faites ça, vous supprimez toutes les informations qui existent sur vous dans la plateforme mapropriétéforestière.be. Donc, il n'y a pas de possibilité de marche arrière. Là, on supprime l'accès et toutes les propriétés qui étaient liées au compte. Voilà, et si vous voulez vous déconnecter, vous pouvez cliquer sur déconnexion. Et si vous cliquez sur tableau de bord, vous revenez à l'écran d'accueil. Voilà encore une autre façon de revenir à l'écran d'accueil. Et c'est dans cet écran d'accueil que vous allez retrouver l'ensemble des propriétés que vous aurez créées. Actuellement, il n'y a rien. Venons tout de suite à la création d'une propriété. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton « Propriété » et là, vous avez une petite étape à remplir, enfin, à suivre pour pouvoir vraiment créer la propriété. Il faut d'une part la localiser et là, il faut inscrire un nom de commune. Ça permettra tout de suite de plus ou moins situer la propriété. Prenons rang 2 puisqu'on est dans le GAL Pays de Lourdes. Et vous devez donner un nom à la propriété. Vous pouvez appeler ça bois de rang 2, par exemple. Et ensuite, vous cliquez sur Créer la propriété. Alors, vous avez une petite information ici qui vous informe, enfin une petite note qui vous informe que vous allez retrouver le logo ici, le petit logo vert qui est le logo de la certification PEFC tout au long de votre parcours dans la plateforme. Et ça signifie que si vous voulez demander la certification forestière PEFC, donc une certification de gestion durable des forêts, il y a toute une série de champs ou d'informations que vous devrez renseigner. Et ça, vous pourrez le retrouver, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, je clique ici, je vais créer ma propriété, j'ai renseigné la commune. J'insiste bien, il faut bien mettre une commune et non pas un nom de village. Voilà, voilà la propriété qui est créée. Bien sûr, il n'y a pas d'informations encore pour l'instant relatives à cette propriété. Mais si vous avez plusieurs propriétés, parce qu'il est possible de créer autant de propriétés qu'on veut, si par exemple vous êtes propriétaire de quelques parcelles dans la zone du GAL Pays de Lourdes ou ailleurs dans la province ou dans une autre province, vous pouvez gérer ces deux zones boisées séparément et donc vous pouvez créer plusieurs propriétés. Mais si ce sont des parcelles qui sont dans un environnement proche, même si elles ne sont pas attenantes, il vaut mieux les rassembler dans une seule propriété. Par exemple, des parcelles situées tout autour d'un village ou bien même dans une commune limitrophe. Vous pouvez cliquer directement sur Documents de gestion. Vous voyez que pour chaque propriété, vous avez accès à différents boutons. C'est le cœur même de la propriété et les informations qui s'y trouvent, ce sera avec un accès dans Documents de gestion. Explorer formulaire, on pourra le retrouver également.
Et auto-évaluation, ça c'est un module qu'on est en train de développer, mais qui n'est pas encore tout à fait actif. Par contre, comme je suis ici dans les différents boutons concernant une propriété, vous avez la possibilité de donner un accès à un conseiller. Un conseiller, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a participé au développement de la plateforme, puisque c'est une plateforme qui a été financée notamment avec le soutien des pouvoirs publics, l'Europe et la région wallonne, mais aussi dans le cadre d'un programme de recherche avec différents partenaires, notamment des partenaires wallons tels que la Société royale forestière de Belgique et Ressources naturelles développement, et la cellule d'appui à la petite forêt privée. Ces trois partenaires sont là parfois pour vous aider sur des aspects plutôt techniques et d'utilisation. Donc, vous pourrez partager, si vous le souhaitez, l'accès à votre propriété. Mais ça, encore une fois, pour des questions de sécurité, c'est vous qui devez l'autoriser en cliquant ici sur « Donner accès à un conseiller » et vous avez la possibilité de choisir à qui vous voulez donner l'accès. Voilà, je clique sur « Accorder l'accès » à la cellule d'appui à la petite forêt privée. Et voilà, pour des questions de sécurité, vous avez reçu un email que vous allez devoir valider encore une fois, pour valider cette autorisation d'accès. Et le jour où vous ne voulez plus donner l'accès à la cellule d'appui, vous cliquez simplement sur « Révoquer l'accès » et comme ça, les personnes de la cellule d'appui n'ont plus accès à votre propriété. Ces accès à un conseiller servent surtout si vous avez des problèmes techniques. Alors là, on peut éventuellement consulter ce que vous avez encodé et ainsi vous aider dans la déclaration des informations sur votre propriété. Venons-en au document de gestion. Je voudrais tout d'abord refaire une petite précision sur ce que c'est un document de gestion ou un document simple de gestion pour les petites propriétés. C'est un ensemble d'informations donc, qui peut prendre la forme d'un petit dossier papier, par exemple. C'est un dossier qui compile toute une série d'informations sur votre propriété forestière. On va justement avoir l'occasion d'entrer plus en détail, dans le détail sur le contenu de ce DSG. Et puis, c'est un document qui va vous permettre aussi de planifier dans le temps et dans l'espace les différentes opérations à réaliser dans vos bois pour une meilleure gestion au quotidien. Donc, une fois que vous aurez compilé l'information, ça vous servira dans votre gestion quotidienne, mais cette information compilée et reprise dans un petit dossier pourra aussi vous être utile pour transmettre cette information aux personnes qui vont continuer la gestion après vous, notamment si vous décidez de faire appel à un gestionnaire ou bien si vos enfants reprennent par la suite les activités que vous avez développées en forêt. Alors, quand on arrive dans le document de gestion, on a un écran en deux parties. La partie gauche qui est, si vous voulez, une sorte de table des matières avec les différents chapitres que nous allons parcourir les uns après les autres. Et dans la partie droite, la zone où vous complétez les informations. Alors, à tout moment, vous pouvez, soit en cliquant sur « Ma propriété forestière » ou sur « Retour à la liste des propriétés », revenir sur votre page d'accueil de votre espace personnel. Et on indique ici, si vous avez plusieurs propriétés, qu'on est en train de s'occuper de la propriété bois de rang 2. Le premier menu, c'est le menu « Informations générales » où vous complétez les informations sur votre propriété. Donc, nous avons voulu une plateforme assez intuitive, donc les informations et les titres que vous allez retrouver parlent presque d'eux-mêmes. Donc, le nom de la propriété que vous avez donné au départ, que vous pouvez éventuellement changer, il n'y a aucun problème. La surface, ça va se calculer automatiquement par la suite en fonction de ce que vous allez déclarer. Un historique sur la propriété, donc
Vous pouvez, par exemple, renseigner si c'est une propriété que vous avez héritée, si c'est des bois ou des parcelles de bois que vous avez achetées, etc. Vous définissez également vos grands principes de gestion. Est-ce que vous voulez faire de la production de bois ou de la protection de la biodiversité? Voilà, vous pouvez renseigner les différents objectifs de gestion généraux pour votre propriété. Vous pouvez aussi renseigner les grands principes de coûts, pesées et travaux que vous souhaitez appliquer à l'ensemble de votre propriété. Par exemple, dire je fais des éclaircies dans les résineux tous les 6 ans. Tout ce qui concerne les parties feuillues, ce sont des taillis, ils me servent pour du bois de chauffage. Ou bien alors, j'essaye de faire la production de gros bois feuillus pour en faire du bois d'œuvre. Et là, j'ai des diamètres d'exploitation de telles circonférences. En fait, vous mettez vos grandes idées concernant votre propriété. Si vous avez la certification PEFC, vous pouvez déjà compléter cette zone-ci en ajoutant votre numéro d'adhérent, par exemple 147, voilà, la date de première certification, voilà, si vous êtes certifié aujourd'hui, et éventuellement l'échéance dans 3 ans, 2023, donc aujourd'hui dans 3 ans. Vous cliquez sur enregistrer et l'information apparaît automatiquement. Information que vous pouvez toujours supprimer en cliquant sur la poubelle. Si vous laissez traîner votre souris sur les différents boutons, vous voyez que vous avez automatiquement une infobulle qui apparaît pour vous aider. Vous pouvez renseigner également dans la partie information générale tout ce qui concerne l'assurance incendie ou l'assurance responsabilité civile que vous auriez contracté pour vos bois. Donc, par exemple, renseigner la compagnie, le numéro de police et les différentes dates de validité. Voilà pour ce qui est de la partie information générale. C'est relativement simple. Mais Corentin, peut-être il y a des questions déjà via le chat. Non, David, pas encore de questions sur cette partie-ci. Je ne sais pas si tu as parlé du petit logo PEFC. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, vous voyez que le logo PEFC apparaît à différents moments. Donc, c'est des informations que vous devez renseigner. Et quand vous, par exemple, sur l'historique de la propriété, quand vous complétez quelque chose, par exemple, achat de la propriété en 2010, et vous voyez que le petit logo disparaît, ça veut dire que vous avez déjà renseigné l'information nécessaire pour, si vous le souhaitez plus tard, utiliser ce document simple de gestion pour demander la certification forestière de vos bois. Supprimez ce que vous avez inscrit, le logo revient à nouveau. Ça me laisse l'opportunité de vous expliquer que les informations que vous ajoutez sur la plateforme sont automatiquement enregistrées et vous voyez dans l'écran à droite, en haut à droite, souvent une information concernant l'enregistrement. Regardez, j'ajoute une information et on voit ici l'heure de modification qui apparaît. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Dès que vous complétez, c'est enregistré automatiquement. Voilà pour ce qui est des informations générales. Passons maintenant au menu suivant, le menu parcelle cadastrale. Alors, le menu parcelle cadastrale, il a pour objectif de définir un peu les contours de votre propriété. Donc, il est composé à la fois d'une interface cartographique dont on va discuter et d'une partie dans le bas de l'écran avec toute une série d'informations plutôt sous forme de texte. Donc, comme je le disais, il faut, avant de pouvoir décrire ces parcelles, pouvoir les encoder, les déclarer pour avoir le contour de sa propriété. Pour ça, et c'est l'intérêt
notamment, et la force de la plateforme mapropriétéforestière.be, il y a deux façons de déclarer ces parcelles cadastrales. Si vous connaissez bien votre forêt, vous pouvez déclarer sur base cartographique, ou bien alors vous allez, si vous ne savez pas très bien où elles se situent, déclarer vos parcelles en utilisant le petit carré à droite, en haut à droite, ajouter une parcelle cadastrale. Vous voyez que la commune s'affiche déjà puisque vous l'avez déclarée au moment où vous avez créé votre propriété. Et pour ceux qui connaissent la zone, on voit déjà qu'on est centré sur la zone liée à la commune de Randeux. Donc, voilà. Pour déclarer les différentes parcelles cadastrales, il y a les deux façons de faire. Vous avez un petit rappel en bas qui vous explique comment faire. Démarrons ici par ajouter une parcelle cadastrale sur base du numéro de parcelle cadastrale. Donc, je prends la commune de Randeux. Prenons par exemple la division 2 qui concerne l'ancienne commune de Bef, une section, la section C. Et donc, en allant comme ça petit à petit, vous allez déclarer votre parcelle. Et alors ici, sur parcelle, il faut mettre le numéro. Et donc, s'affichent ici tous les numéros qui sont disponibles dans la section C. Prenons par exemple une parcelle, je vais prendre une parcelle que j'avais identifiée dans la préparation qui se situe du côté de rang 2, la 779. Voilà, la parcelle 779. J'attire votre attention sur la numérotation des parcelles. Le premier chiffre correspond au chiffre des milliers, le deuxième des centaines, le troisième des dizaines et le quatrième des unités. Donc, il y a souvent deux positions qui sont deux positions avec des zéros. Donc, donc ces informations-là, ces deux zéros-là, ne servent pas. Donc, ici, on est bien sur la parcelle 770 et non pas sur la parcelle 77 900. Et quelquefois, il y a une lettre. Donc, ici, c'est la parcelle 780A. Donc, je prends la parcelle 779 et vous voyez, le logiciel vous localise automatiquement la parcelle. Il fait un zoom sur la parcelle et on vous demande est-ce que vous voulez ajouter la parcelle à votre propriété. Si je clique sur oui, la parcelle va être ajoutée et l'information sous forme de texte apparaîtra dans le bas de l'écran comme ceci. Voilà, donc j'ai ajouté une parcelle à ma propriété. Et on voit bien les informations et la parcelle fait 1 hectare 72. Donc voilà une façon de faire. Alors vous pouvez continuer et vous voyez que si vous reprenez la liste, la parcelle a déjà été ajoutée, elle apparaît en grisé et donc on ne peut plus la sélectionner. Par contre, on peut sélectionner une parcelle qui est voie. Ici, la parcelle 781, je peux l'ajouter comme ceci. Est-ce que je veux l'ajouter? Effectivement, je l'ajoute. Et elle s'affiche à nouveau dans le fond. Si vous êtes trompé, pas de problème, vous pouvez cliquer sur la poubelle et la parcelle est supprimée. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement? Voilà, je supprime la parcelle. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez ajouter toutes les parcelles que vous voulez ajouter, même si vous n'en êtes pas officiellement propriétaire. Donc, il faut évidemment être attentif à ce qu'on déclare. Si vous avez, par exemple, quelques parcelles agricoles qui sont dans la même zone, rien ne vous empêche de les ajouter également. Par contre, la plateforme a été développée pour de la gestion forestière, donc vous ne retrouverez pas nécessairement tous les outils nécessaires à la gestion d'une parcelle agricole. Alors, vous pouvez
faire disparaître cet écran à droite en cliquant sur la flèche. Comme ça augmente la surface d'affichage de la carte. Vous pouvez aussi réduire l'affichage texte en cliquant sur la flèche vers le bas qui agrandit encore la zone de la carte. Et si vous voulez revenir en arrière, pas de souci. Une deuxième façon, donc ça c'était la première façon d'ajouter une parcelle cadastrale et d'afficher la carte en plus ou moins grand sur l'écran. Vous pouvez ajouter les parcelles maintenant en utilisant la carte. C'est très simple. Il suffit de sélectionner la parcelle cadastrale que vous voulez. Vous cliquez dessus et à nouveau, on vous demande est-ce que vous voulez ajouter. Vous cliquez oui et la parcelle est ajoutée. Donc, une fois que vous avez plus ou moins localisé votre propriété, vous savez très bien, vous pouvez très bien savoir les parcelles qui sont avoisinantes et donc vous pouvez les ajouter. Pour vous déplacer sur la carte, il y a deux façons, vous pouvez le faire de la façon suivante. Vous pouvez utiliser les boutons plus et moins concernant le zoom. Donc là, vous pouvez avoir un meilleur aperçu si vous voulez voir les petites bandes, les petites parcelles qui sont ici. Et si vous voulez vous déplacer sur la carte, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris que vous maintenez enfoncé et vous déplacez la souris. Donc, quand vous cliquez avec le bouton gauche et que vous déplacez la souris, en maintenant le bouton enfoncé, vous vous déplacez sur la carte. Si vous voulez zoomer, je vais vous expliquer les boutons ici, vous pouvez aussi utiliser la roulette de la souris, avant ou arrière. Voilà, et donc je vais rajouter encore quelques propriétés. Voilà, par exemple, 2 parcelles cadastrales que vous avez dans votre propriété, mais vous en avez peut-être d'autres ici dans cette zone-ci. Vous cliquez dessus, c'est très facile et vous les acceptez. Et si vous voulez ne pas à chaque fois devoir accepter, vous pouvez cliquer, activer le bouton ici, ajouter les parcelles automatiquement. La première, vous devez dire oui, mais les suivantes, elles s'ajoutent automatiquement. Et vous voyez l'enregistrement à droite qui s'affiche également, en haut à droite. Voilà 2 blocs de parcelles cadastrales qui constituent ma propriété forestière, donc dans la région de Rang 2. Voilà. En jouant sur le zoom, par défaut, on a une vue aérienne, une orthophoto, et on a les parcelles cadastrales et les numéros en fonction du niveau de zoom s'affichent ou ne s'affichent pas. Vous voyez, ici, les numéros cadastraux s'affichent. Si je dézoome, ils ne s'affichent plus. Voilà l'écran de la partie cartographique que vous avez par défaut. Si je déplace la carte et que je sors de ma propriété, mais que je veux y revenir, je peux cliquer sur le bouton ici, recadrer sur la propriété, et hop, vous revenez directement sur votre propriété. Voilà pour ce qui est des premières étapes d'utilisation de l'interface cartographique. Voyons maintenant les informations supplémentaires que vous pouvez retrouver pour utiliser au mieux cette interface cartographique. Vous avez en haut à gauche de l'interface un petit carré avec 3 carrés superposés, ce que dans un langage technique on appelle des couches. Si vous cliquez dessus, vous avez accès à différents fonds de cartes que vous pouvez faire afficher. Par exemple, si vous voulez la carte IGN, vous cliquez sur le bouton et vous activez la carte IGN. Et en vous déplaçant, vous voyez qu'on n'est pas tellement loin du centre de Rang 2. Vous pouvez désactiver, vous pouvez, et donc ça c'est l'orthophotoplan, donc c'est une vue aérienne, c'est la dernière en date, mais si vous voulez afficher des
photos plus anciennes, notamment celle de 2015 qui a été prise en hiver, vous voyez très bien le contraste entre les parties feuillues et les parties résineuses. Si vous descendez avec l'ascenseur ici, vous avez encore d'autres types de cartes qui sont disponibles. Par exemple, la carte des sols, une carte de relief, des cartes anciennes, comme la carte de Ferraris. Ou bien vous avez aussi des informations intéressantes, comme par exemple la zone Natura 2000 ou le plan de secteur, ou différents sites classés, etc. Donc, vous pouvez faire afficher différentes couches, mais il faut bien comprendre que c'est toujours la couche la plus haute dans la liste qui est prioritaire. Donc, par exemple, si j'affiche l'orthophotoplan 2015, je ne vois rien qui apparaît à l'écran. Pourquoi? Parce que la couche orthophotoplan 2019 est prioritaire. Si je la décoche, je vois bien la couche de la photo prise en hiver en 2015. Mais vous pouvez faire superposer, vous pouvez avoir plusieurs couches actives qui se superposent et pour les afficher, vous pouvez jouer sur le niveau d'opacité de la couche en question. Vous voyez, ici, j'ai la couche cadastre qui est la plus haute, mais si je diminue l'opacité, on voit qu'elle s'affiche de moins en moins. Voilà. Là, vous pouvez jouer sur les différentes couches que vous souhaitez afficher et puis après faire disparaître ce menu pour avoir un affichage maximal. Quand on regarde le bas de l'écran, si je le réaffiche plus en détail, on a ajouté différentes parcelles. Si je laisse traîner le pointeur de ma souris sur différentes lignes, on voit les parcelles qui sont mises en évidence. Voilà. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est l'onglet Parcelles. Vous avez l'onglet Parcelles, donc qui est la liste de toutes vos parcelles cadastrales. Vous avez également l'onglet Propriétaire. Ça, c'est un onglet qui est intéressant. On voit que ici, moi-même, je suis propriétaire des 9 parcelles que j'ai déclarées. Mais il pourrait arriver que vous ne soyez pas le plein propriétaire de toutes les parcelles. Par exemple, les 2 premières que j'ai ajoutées, je suis peut-être propriétaire avec d'autres personnes. Si je clique sur « Modifier », je peux ajouter des propriétaires. Par exemple, je dois d'abord créer ce propriétaire. Je clique sur « Créer un nouveau contact ». Un nouveau propriétaire qui pourrait être, par exemple, mon frère. On va l'appeler. Donc, je crée le contact. Il apparaît dans ma liste des contacts ici à gauche. Et avec la petite flèche, je peux l'ajouter en tant que propriétaire. Par défaut, moi, j'étais plein propriétaire. Mais si c'est une parcelle que j'ai reçue en héritage avec mon frère, il est plein propriétaire aussi, mais à 50%, tout comme moi. Mais je pourrais très bien être nu propriétaire et une autre personne pourrait en avoir l'usufruit. Il suffit d'enregistrer les modifications et vous voyez qu'elles apparaissent ici directement avec un petit sigle usufruitier ou nu propriétaire. Donc ça, c'est valable pour toutes les parcelles parce que les droits ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors vous avez un champ remarque où vous pouvez mettre 50-50. Si on était nu propriétaire chacun. Bien sûr, ici, comme il y a l'usufruit et la nue propriété, ce n'est pas la même chose. Donc voilà. Et ça, vous pouvez le faire sur d'autres parcelles à votre aise. Ce que vous pouvez aussi faire, parce que ça, par défaut, le propriétaire, c'est celui qui a créé le compte. Mais si toutes vos propriétés sont en indivision avec votre frère, quand vous voulez ajouter une propriété, une parcelle, pardon,
je clique ici, on me demande si je veux l'ajouter. Eh bien, je peux cliquer ici sur modifier. Et donc, ça permettra d'ajouter mon frère comme plein propriétaire à 50% avec moi, par exemple. Et si le bouton est activé, utiliser ses propriétaires à l'ajout des prochaines parcelles, vous cliquez sur valider et vous validez cette propriété-là, cette parcelle-là. Chaque fois que vous allez en rajouter, eh bien, vous voyez que les propriétaires sont les deux personnes renseignées. C'est évidemment beaucoup plus pratique que de devoir aller modifier pour chaque parcelle cadastrale ajoutée le nom des propriétaires. Voilà pour ce qui est de l'onglet, du menu parcelle cadastrale. Corentin, est-ce qu'il y a des questions particulières concernant cette partie-là? Non, il n'y a pas de questions. Tu pourrais quand même remontrer sur l'onglet propriétaire maintenant qu'on a ajouté un deuxième. Que ça permet. Voilà, effectivement, si on regarde après dans la liste des propriétaires, on voit que moi-même, je suis propriétaire de 12 parcelles, une en nue propriété et 11 en pleine propriété. Et l'autre personne est propriétaire de 4 parcelles, 4 en pleine propriété et 1 en usufruit. Donc, voilà les informations qu'on peut retrouver sur les propriétaires. Et pour conclure avec cette partie de parcelle cadastrale, vous voyez que vous pouvez à tout moment supprimer une parcelle et vous avez aussi un bouton imprimante pour imprimer une fiche de synthèse sur cette parcelle cadastrale. Donc, vous cliquez sur l'imprimante et le programme va vous générer une fiche de synthèse, une fiche cartographique reprenant toute une série d'informations sur la parcelle. Vous avez notamment dans le coin supérieur gauche une carte de localisation. Ici, j'ai réduit pour vous. Vous avez des informations générales sur la parcelle, la localisation, les coordonnées, les références cadastrales, ainsi que le nom des propriétaires et la surface approximative. Vous retrouvez dans cette fiche cartographique une localisation plus générale sur un fond IGN. Et sur la deuxième page, vous avez différentes vues aériennes. Donc, vous avez une vue en mode infrarouge, ce qui permet de distinguer les résineux des feuillus. Et puis, vous avez une vue, une photographie aérienne en mode normal, où vous voyez la situation telle que vue du ciel, avec, si vous avez une zone Natura 2000, le réseau Natura 2000 qui s'affiche également. Vous avez dans la troisième zone le plan de secteur. Donc, on voit que la zone verte, c'est la zone forestière et la zone jaune, c'est la zone agricole. On voit bien que cette parcelle-là est en grande partie en zone agricole. Et vous avez sur la quatrième fenêtre le type de sol et vous avez des explications sur la légende en dessous des 4 fenêtres. Donc, les informations supplémentaires, on vous donne la région bioclimatique, on vous dit que vous êtes en basse et moyenne Ardennes, et des codes concernant la nature du sol, et également, puisque vous êtes dans le réseau Natura 2000, toutes les informations de gestion, enfin, toutes les informations concernant les différentes unités de gestion Natura 2000 qui concernent votre propriété. Voilà, et ça, vous pouvez le retrouver pour chacune des parcelles cadastrales que vous aurez renseignées. Voilà pour ce qui était de la partie parcelle cadastrale. Voilà le contour donc, de notre propriété qui est défini. Maintenant, nous allons ajouter de l'information sur la propriété. Ces informations-là, ça concerne essentiellement les peuplements forestiers et on va les retrouver dans le menu parcelles forestières. Alors, en parcelle cadastrale et parcelle forestière. Donc, la parcelle cadastrale
je pense que chacun comprend bien que c'est une zone géographique vraiment liée au territoire et au titre de propriété. Une parcelle forestière, ça doit être vu comme une zone de votre propriété qui est, je dirais, relativement homogène en termes de type de peuplement. Hein, donc, le peuplement, c'est quoi? C'est le type de formation boisée que vous pouvez retrouver. Donc, vous avez des parcelles forestières avec des épicéas, des parcelles forestières avec des feuillus, vous avez des parcelles forestières de mise à blanc, etc. Et ça, on va voir comment les renseigner et ensuite comment les décrire en détail. Au départ, forcément, vous n'avez pas créé de parcelle forestière pour caractériser votre propriété, mais ne vous tracassez pas, votre propriété n'a pas disparu pour autant. Si vous recliquez sur parcelle cadastrale, vous voyez que les parcelles sont toujours bien là. Pour créer une parcelle forestière, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une parcelle forestière ». Vous devez lui donner un nom. Par exemple, vous pouvez l'appeler la parcelle numéro 1 ou la parcelle de taillis, ou comme vous voulez. Vous pouvez donner des chiffres, des lettres, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, cette parcelle numéro 1, je vais la créer sur base de ma propriété, donc évidemment de mon périmètre, des parcelles cadastrales que j'ai déclarées. Alors, si je choisis, par exemple, la partie droite, je sais que dans cette zone, j'ai fait une jeune plantation, donc je peux cliquer ici, mais cette jeune plantation, elle déborde sur plusieurs parcelles cadastrales. Donc, je clique sur les différentes parcelles cadastrales concernées et vous voyez bien, en vue aérienne, qu'il s'agit d'une plantation relativement récente. Donc là, j'écris une parcelle forestière, donc avec un peuplement homogène, qui est répartie sur plusieurs parcelles cadastrales. C'est ce que j'appelle la parcelle numéro 1. Une fois que j'ai sélectionné les parcelles, je clique sur « Enregistrer ». Et ma parcelle forestière s'est ajoutée, a été créée. Elle fait 1 hectare, 13. Je peux ajouter une deuxième parcelle. Vous voyez que là, j'ai une zone de bois beaucoup plus âgée. Je crée une parcelle que j'appelle la parcelle numéro 2. Et je vais, à ce moment-là, sélectionner cette parcelle-là. Donc, dans les petites parcelles, bien correspondre à une parcelle forestière. Si vous n'avez qu'un numéro cadastral dans votre propriété et qu'il est planté de la même façon partout, vous n'avez qu'une seule parcelle forestière. Voilà, je clique sur « Enregistrer » et je viens de créer 2 parcelles forestières. Alors, ces parcelles forestières, elles ne correspondent pas nécessairement à une surface, enfin à la surface d'une parcelle cadastrale. Si je reprends, par exemple, dans les parcelles cadastrales de mon bloc plus de gauche, je vois bien que dans cette zone-ci, j'ai des gros épicéas et là, j'ai des feuillus. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir créer 2 parcelles forestières, une qui sera la numéro 3 avec des épicéas âgés et la numéro 4 avec des feuillus. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais créer, je retourne dans parcelle forestière, je crée la parcelle numéro 3, que je vais appeler par exemple. Donc, c'est cette zone-là. Alors, il va falloir que je découpe ma parcelle cadastrale pour définir cette zone-ci qui va être uniquement ma parcelle forestière. Alors, comment est-ce que je fais ce découpage? Vous voyez en haut dans
en haut de la zone de cartographie un bandeau qui s'ajoute avec une information. Cliquez sur les parcelles cadastrales qui font partie de la parcelle forestière. Donc, je vais cliquer sur la parcelle cadastrale et je vais maintenant devoir cliquer, enfin, découper la zone que je veux identifier. Pour ça, je vais cliquer sur le menu, enfin sur le bouton découper. Si par exemple, enfin oui, commençons d'abord par ça. Cliquez sur découper. Donc là, on a un zoom et ça va vous permettre d'enlever, puisque c'est bien ça qu'il faut comprendre, le ciseau c'est découper, donc ça veut dire enlever la zone qui ne correspond pas. Alors avec le pointeur de la souris, vous voyez que quand j'arrive dans la zone de parcelle forestière que j'ai déclarée, je peux dessiner les contours de ce que je vais vouloir retirer. Donc, ce que je veux retirer, c'est évidemment toute la partie inférieure. Vous voyez que pour ce faire, j'ai cliqué sur le premier point qui va me permettre de faire le périmètre de la zone à découper. Et ensuite, de proche en proche, j'ai dessiner ce périmètre de zone à enlever. Et quand j'ai fait le tour, je reviens sur le point de départ, le bouton change de couleur, je clique dessus et hop, j'ai découpé. Alors, j'ai été peut-être un peu vite, je vais reprendre, donc je clique sur annuler. Je n'ai pas fait le contour de ma parcelle, donc je vais le recommencer. Je supprime ma parcelle 3 résineux et je vais la recréer. Voilà. Si je me recentre sur ma propriété, je vois que cette parcelle forestière numéro 3, eh bien, je peux la construire dans les zones de ma propriété qui n'ont pas déjà été affectées à une parcelle forestière. Vous voyez que les parties déjà utilisées sont grisées. Donc, je reprends cette zone-là et je clique sur découper. Donc, je peux zoomer pour la centrer. Et vous voyez, je fixe mon premier point, je me déplace et je fais le contour assez précis de la zone que je veux garder. Hein, on pourrait même imaginer qu'il y a une petite déviation ici. Et quand vous arrivez sur le bord de votre parcelle, vous voyez qu'il y a un accrochage sous forme d'une sorte d'aimantation directement sur la zone, hein, pour être sûr que vous arriviez bien sur la zone. Donc voilà, j'ai fait les limites précises de ma propriété. Et plutôt que de continuer vraiment sur le périmètre, pour être sûr de bien tout enlever, je vais entourer la zone que je souhaite enlever le plus largement possible. Comme ça, je n'oublie pas de petits morceaux. Et je reviens au départ et je clique sur le point de départ. Et voilà, j'ai enlevé toute la partie feuillue que je ne voulais pas garder. Si je suis d'accord, je clique sur enregistrer. Sinon, je clique sur annuler et je recommence. Voilà, j'ai créé ma parcelle numéro 3 résineux. Je vous refais un exemple avec la parcelle numéro 4, qui sera le complément de cette parcelle-là, qui est la zone de feuillu. Alors, vous voyez bien que je vais prendre ceci, et voilà, j'ai déjà découpé. Il y a un petit morceau encore à enlever ici. Ce que je vais faire, donc je vais découper la zone que je veux enlever. Vous voyez, si je me rapproche du bord, ça se met directement sur le bord. Hop, hop, et je reviens au départ, et voilà, j'ai enlevé. Si je suis satisfait, je clique sur enregistrer. Et voilà une quatrième
parcelle propriété forestière qui a été, enfin une quatrième parcelle forestière qui a été créée, pardon. Maintenant qu'elle a été créée, il faut évidemment les décrire. Hein. Si je reprends l'ensemble de la propriété, revenons à notre jeune plantation. Ça, c'est la parcelle forestière numéro 1. Vous pouvez ici soit modifier l'emprise de la parcelle forestière, c'est que si vous avez oublié un petit morceau, vous pouvez le rajouter, mais vous pouvez surtout compléter les informations concernant cette parcelle forestière-là. Je clique sur le petit crayon et j'arrive tout de suite sur une nouvelle page qui concerne uniquement la parcelle forestière numéro 1. Vous voyez le nom qui apparaît en haut. Et dans cette parcelle forestière, enfin plus exactement pour cette parcelle forestière, je vais renseigner toute une série d'informations qui sera la caractérisation de cette parcelle forestière. Bien sûr, pour l'afficher à l'écran, vous pouvez changer la couleur. Si vous préférez le bleu, vous pouvez mettre le bleu. Et quand vous retournez sur la carte, en cliquant sur parcelle forestière dans le menu à gauche, vous voyez qu'elle s'affiche en bleu. Alors, vous pouvez évidemment changer le nom, renseigner toute une série d'informations, comme par exemple la pente. Là, on est sur une pente relativement forte, dans les contreforts de l'ours. On peut aussi renseigner de quel type. Ah non, justement, celle-là, elle n'est pas en pente, puisque c'est la jeune plantation qui est plutôt sur le dessus. On peut renseigner le type de peuplement. Alors, vous pouvez utiliser la liste déroulante. Vous avez toute une série de peuplements qui existent, qui vont de la plantation au très vieux bois. Mais si vous ne savez pas exactement ce que vous devez mettre, vous pouvez ici utiliser une petite aide, ce qu'on appelle la clé dichotomique. En cliquant sur ce bouton-là, on vous pose toute une série de questions auxquelles vous allez répondre pas à pas, et ensuite, ça vous définira le type de peuplement. Alors, de quel type d'occupation s'agit-il? Ce sont des résineux purs. La plantation est-elle homogène? Est-ce que les arbres ont des dimensions ou un âge relativement identique? Oui. Quelle est la hauteur dominante du peuplement? Est-ce que la hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres ou est-ce que c'est plus que 12 mètres? Ici, c'est inférieur. Est-ce que la hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres? C'est le cas. S'agit-il d'une plantation ou de semi-naturel? Il s'agit d'une plantation. Et donc, mon peuplement est donc une futaie résineuse au stade de la plantation. Alors, quels objectifs vous voulez attribuer à cette parcelle? Vous pouvez évidemment renseigner les informations ici et vous pouvez même encore mettre des remarques tout à fait particulières également concernant la parcelle. La superficie s'affiche évidemment automatiquement, mais si vous n'êtes pas satisfait avec le calcul, vous pouvez, en cliquant sur le petit crayon ici, mettre la superficie vous-même que vous avez calculée par arpentage, par exemple. Et donc, vous avez une petite information supplémentaire qui apparaît, c'est la surface que vous avez encodée et la surface que le logiciel a calculée lui-même. 1 hectare 13 et vous vous dites, mais non, elle fait 1 hectare 30. Enfin bon, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de décrire quels sont les arbres qui sont sur votre parcelle. Donc, vous avez les essences principales, les essences secondaires et éventuellement le sous-étage. La différence entre l'essence principale et les autres catégories, c'est que l'essence principale, c'est le type d'arbre sur lequel vous allez baser votre sylviculture. Donc, vous avez parfois des essences secondaires, comme des bouleaux ou autres, qui interviennent un petit peu moins en termes d'objectifs de production de bois. Et vous avez parfois dans des jeunes plantations des sous-étages, ou même parfois dans des peuplements vieillissants, des sous-étages particuliers. Ajoutons une essence principale. Ici, il s'agit
d'épicéa. Vous pouvez soit retrouver épicéa dans la liste avec l'ascenseur à droite, hein, épicéa commun, soit vous pouvez le rechercher en cliquant ici et il vous propose tout ce qu'il trouve avec ces deux lettres-là, voilà, épicéa commun. Et là, vous pouvez renseigner un certain nombre d'informations, donc des informations dendrométriques concernant la plantation. Donc, vous avez planté à 2 sur 2, ça vous fait 2500 tiges à l'hectare. Et ça a été planté en 2018. Voilà. Et alors, si ce sont des arbres déjà de plus grande taille, vous pouvez compléter toute une série d'informations dendrométriques. Voilà pour ce qui est de l'essence principale. Et vous pouvez, comme je l'ai dit, ajouter des essences secondaires ou même un sous-étage. Par exemple, si cette plantation-là est envahie de ronces, vous recherchez ronces dans la liste, et éventuellement une autre zone où vous pourriez avoir de la fougère. Alors, soit vous allez, comme je vous l'ai dit, dans la liste déroulante, soit vous utilisez le menu rechercher, et pour vous faciliter la vie, vous pouvez décocher toute une série de catégories qui ne vous intéressent sans doute pas. Donc, voilà, ici, on a gardé juste les arbustes, mais si vous voulez, vous pouvez aussi, par exemple, mettre que vous avez du genêt, voilà, en sous-étage. Voilà pour ce qui est de la caractérisation des arbres en place. Ensuite, dans un deuxième onglet, et les suivants que nous allons parcourir, on renseigne toute une série d'autres informations. Les coupes et travaux, c'est la zone où vous allez indiquer ce que vous avez déjà fait comme opération sur votre parcelle et celle que vous programmez dans un futur proche ou plus lointain. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir un calendrier des opérations à réaliser dans le futur, donc votre plan de gestion. Donc, ajouter une intervention, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une intervention ». Nature de l'intervention, vous avez par exemple la plantation, comme je l'ai dit, qui a été réalisée en 2018. Voilà. Et évidemment, elle est terminée. Et voilà, on peut mettre en remarque le type de plant qu'on a acheté ou le nom du pépiniériste, etc. ou le prix à la pièce. Voilà, comme cette plantation est terminée, vous voyez qu'elle apparaît dans la zone historique des coupes et travaux. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez déjà fait sur votre parcelle. Par contre, si vous voulez ajouter une intervention, par exemple, si vous avez un dégagement à devoir faire, puisqu'on a dit qu'il y avait de la ronce, bon, disons que c'est pour l'année prochaine, bien sûr vous le faites chaque année, mais l'année prochaine, ce n'est pas encore fait, mais vous le planifiez déjà à réaliser, donc en 2021. Voilà, et donc ça apparaît dans le programme des coupes et travaux. Vous pouvez encore en rajouter une autre intervention. Si vous ne la trouvez pas dans la liste, vous essayez de prendre celle qui est la plus proche, ou alors vous pouvez mettre dans travaux divers. Dans travaux divers, avancement, par exemple, à réaliser, en 2021 aussi. C'est peut-être une protection. Voilà. Et donc, vous avez la liste des différentes opérations pour votre parcelle qui apparaît. Alors, vous pouvez évidemment toujours la modifier en cliquant sur le crayon. Vous retombez sur la fenêtre que vous pouvez adapter. Et quand l'opération est terminée, vous pouvez la marquer d'un petit V et vous allez voir si elle est terminée. Elle passe automatiquement dans l'historique. Donc, les travaux de protection passent directement dans l'historique.
Mais bon, si finalement vous vous êtes trompé, pas de problème. Vous reprenez le crayon et vous cliquez sur « À réaliser ». À tout moment, vous pouvez évidemment supprimer les opérations que vous auriez renseignées. Et je vous rajoute une dernière opération qui est, par exemple, la première ou l'élagage de pénétration que je vais devoir réaliser. Ou bien soit je le fais moi-même, soit un devis à demander. Et ça, ce sera évidemment beaucoup plus tard. Dans une vingtaine d'années, nous serons en 2040. Voilà, vous avez donc décrit les différentes opérations que vous prévoyez faire dans cette parcelle forestière-là. Bien sûr, vous pouvez continuer, première éclaircie, etc., mise à blanc dans 50 ans. Venons-en à l'onglet Environnement. Donc, vous pouvez renseigner dans cette partie ici toute une série d'informations concernant l'environnement. Si vous êtes en Natura 2000, là, les informations vont tout de suite s'afficher et vous donner dans quelle unité de gestion vous êtes, mais vous pouvez avoir aussi, vous, des actions en faveur de l'environnement. Et si vous avez mis en place une mesure particulière, vous pouvez l'ajouter. Par exemple, type de mesure, vous pouvez mettre, ça ne s'applique pas tellement ici puisque c'est une jeune plantation, mais que vous avez laissé des arbres morts au sol tout à fait volontairement et que vous avez fait ça, on peut dire aussi en 2018. Voilà. Et donc comme ça, vous pouvez ajouter toute une série de mesures particulières en faveur de l'environnement. En ce qui concerne la santé des forêts, vous avez aussi la possibilité d'ajouter toute une série d'événements qui soient d'origine, je dirais, naturelle, ou enfin, comme des catastrophes naturelles liées à des tempêtes, ou bien à des fortes gelées sur des jeunes plantations, ou bien alors ça peut être des informations santé liées à toute une série d'éléments vivants comme des attaques de champignons, des attaques d'ilobes, par exemple, d'insectes, le scolyte de l'épicéa, évidemment, dont on parle beaucoup, ou bien d'autres maladies qu'on peut retrouver sur toute une série d'espèces forestières. Bon, nature du problème, on pourrait, par exemple, mettre une attaque de parasites. Alors, quand est-ce qu'on a eu ça? On a peut-être eu ça, dans ce cas-ci, au moment de la plantation, une attaque par l'îlot. Et donc, vous avez sans doute dû peut-être appliquer un traitement lié à l'îlot. Voilà, vous pourriez ajouter une tempête qui a eu lieu bien avant. Et ça, vous pouvez ajouter autant d'opérations ou d'informations que vous voulez. En ce qui concerne la chasse, on vous donne aussi la possibilité de mettre quelques informations sur la chasse. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un logiciel de gestion de chasse, mais vous pouvez ajouter quelques informations quand même. Automatiquement, le logiciel vous donne le conseil synégétique, qui est une grande zone de gestion concertée de la chasse entre différents chasseurs ou territoires de chasse, plus exactement. Alors, vous pouvez dire est-ce que le territoire est chassé ou pas, non chassé, chassé par vous-même, le propriétaire, ou bien loué. Si vous louez la chasse à quelqu'un, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez à nouveau renseigner à qui vous louez la chasse. Bon, soit dans les contacts que j'avais déclarés, c'est ces deux-là, mais vous pourriez très bien ajouter un contact supplémentaire. Le nom de famille, c'est chasseur. Voilà, vous créez le contact. Vous pouvez mettre ses adresses, etc. Tout ça, c'est intéressant. Vous pouvez le contacter, vous pouvez tout de suite retrouver ses coordonnées. Donc, vous l'ajoutez comme chasseur. Vous pouvez renseigner toute une série d'informations si vous avez un bail de chasse, par exemple.
Hein, vous pouvez mettre un bail, voilà, un bail oral 17. Donc, au moment où vous avez acheté la parcelle, avant de replanter, vous mettez la date de prise d'effet et vous pouvez mettre la date d'échéance. Et en remarque, vous mettez ce que vous voulez, le montant du loyer ou toute une série d'informations. Voilà. Et donc, vous voyez que la chasse est louée et vous avez tout de suite les informations qui apparaissent. Si vous avez une présence de gibier, vous pouvez aussi le renseigner. Signaler une espèce. Par exemple, vous savez que le chevreuil vient de temps en temps. Vous l'avez encore vu cette année. Donc, il peut venir de temps en temps. Donc, la présence est occasionnelle. Et vous pouvez mettre aussi toute une série de commentaires que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez aussi renseigner si vous avez beaucoup de dégâts de gibier ou pas. Et vous pouvez aussi renseigner ici les efforts que vous avez faits pour essayer d'augmenter la capacité d'accueil du milieu, c'est-à-dire permettre au gibier d'avoir une zone où il se trouve bien, où il y a assez de nourriture, et donc forcément il attaque peut-être moins les arbres, etc. Donc il y a moyen de mettre toute une série d'informations concernant la chasse. Et le dernier onglet concerne les activités socio-récréatives. Donc c'est l'aspect plutôt social. Est-ce que votre parcelle est accessible au public ou pas? Est-ce que volontairement vous autorisez le public à accéder à votre propriété? Est-ce que vous avez fait des aménagements particuliers justement en matière socio-récréative? Par exemple, vous auriez pu avoir aménagé, je ne sais pas, et installer un banc pour quand vous allez dans votre propriété, où vous reposez ou bien aller méditer dans cette zone, pourquoi pas. Et vous avez fait ça l'année passée. Et encore une fois, vous pouvez décrire davantage les choses. Donc voilà quelques exemples d'informations que vous pouvez ajouter pour décrire votre parcelle forestière. Je pense avoir été relativement complet pour cette partie-là. Corentin, est-ce qu'éventuellement il y a des commentaires à faire via le chat? Non, pour moi, tu as fait le tour. Parfait. Très bien. Donc, bien sûr, cette description de parcelle forestière, vous devez le faire pour l'ensemble de vos parcelles de gestion. Donc, ce qu'on appelle parcelle forestière peut parfois aussi s'appeler parcelle de gestion. C'est exactement la même chose. Et alors, pour terminer sur le menu parcelle forestière, vous retrouvez exactement avec l'imprimante la même chose que ce que vous aviez sur les parcelles cadastrales, une fiche de synthèse qui reprend les informations plus générales sur votre parcelle forestière. La parcelle numéro 1 qui fait 1 hectare 30, et donc vous avez la même localisation et la même présentation que ce qu'on avait précédemment. Bien sûr, vous remarquez que ici vous n'avez qu'un seul périmètre qui décrit la zone, et rappelez-vous que ça regroupe 3 parcelles cadastrales. Voilà pour ce qui est de la présentation générale et de la description de votre propriété. Au départ, le périmètre via les parcelles cadastrales et ensuite la description des peuplements à proprement dit via les parcelles forestières. Et vous pourrez remarquer qu'il y a toute une série de parcelles forestières qui peuvent exister, enfin différents types. On a parlé d'épicéas, on a parlé de jeunes bois, on a parlé de mise à blanc, de feuillus, etc. L'occasion de regarder dans la liste de ce qui est proposé. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que une fois que vous avez tout décrit, alors on peut
avoir une synthèse sur la propriété. Et pour ça, comme je n'ai pas eu le temps d'écrire en direct toutes les parcelles forestières, je vais passer sur une autre propriété que je vais d'abord sélectionner et ensuite je vais vous la présenter. C'est une propriété test que nous avions établie avec nos collègues de la Société royale forestière, qui est la propriété qu'on avait appelée bois de fréture. Bon, qu'on a eu l'occasion de décrire plus en détail, et donc on aura des informations plus pertinentes dans la synthèse. Si on clique sur le menu synthèse, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve vraiment le résumé de ce qu'on a décrit dans les peuplements forestiers. Donc au niveau caractérisation des peuplements, la répartition par type d'essence. Et si vous laissez traîner votre pointeur, vous voyez que pour cette propriété-là, on a 90% de résineux, donc 30 hectares, 6% de feuillus, etc. Je vous montre la propriété de façon générale. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour commencer. Voilà une propriété qui est située non loin de la zone couverte par le GAL Pays de Lourdes. Donc, vous avez la répartition par type de structure. Donc, soit vous avez du taillis, soit vous avez une structure irrégulière ou bien des peuplements en structure régulière, donc des peuplements qui ont tous plus ou moins le même âge. Vous avez les stades de développement. Vous avez la proportion de jeunes plantations ou de semis, 5%, ceux qui sont déjà en phase intermédiaire ou bien les bois matures. Et vous avez aussi le nombre d'essences principales déclarées par peuplement. Et on voit qu'ici, en fait, c'est chaque fois une seule essence par peuplement. Alors, les surfaces par essence, l'épicéa, qui est majoritaire, puis on retrouve des zones où on a un peu de Douglas dans la propriété, ou du hêtre, et parfois même un peu de bouleau. Donc voilà pour ce qui est de la description générale sur la propriété. Au niveau des coupes et travaux, vous retrouvez dans cette liste-là, synthèse, tout ce que vous devez faire. Toutes parcelles confondues. Donc par exemple, en 2021, je prévois un dégagement dans la plantation de Douglas, mais également un travail de fauche dans la zone de gagnage que je réserve pour le gibier. Et vous voyez vraiment des travaux pour l'ensemble de votre propriété, ainsi que l'historique de tout ce qui a été réalisé sur votre propriété. Donc ça, c'est intéressant. Et si quand vous regardez cette synthèse sur les coupes et travaux, vous vous dites que, ah oui, tiens, il y a peut-être des choses que je pourrais changer, vous ne devez pas retourner dans Parcelles forestières, vous pouvez tout de suite faire la modification à partir d'ici. Par exemple, la coupe rase que j'avais prévue dans les résineux matures, si je clique sur le crayon, je modifie l'intervention, elle était prévue en 2026, je peux la reporter de 2 ans et je la prévois en 2028. Et hop, automatiquement, la coupe rase passe en 2028 et c'est changé à tous les endroits où ça doit être changé dans le logiciel, donc à partir de la synthèse. Donc ça, c'est vraiment super, super intéressant de pouvoir changer directement quand on a une vue plus globale. Au niveau de l'environnement, vous voyez que cette propriété ici est reprise en zone Natura 2000 et même différentes unités de gestion de Natura 2000, mais c'est uniquement la parcelle tourbière, qui a été appelée tourbière, qui est concernée. Pour vous montrer sur le plan, la partie tourbière, c'est la partie ici en bleu, la parcelle forestière tourbière. Le reste de la propriété n'est pas concerné par la zone Natura 2000. Je reviens sur l'onglet environnement. Si vous aviez mis en place toute une série de mesures pour la conservation de l'environnement, les informations apparaissent ici également. Vous voyez qu'il y a des actions pour la tourbière, les gagnages, les feuillus, etc.
concernant la santé des forêts, voilà, ici en 2020, une tempête, 20 chablis à l'ouest de la parcelle résineux nature. Et en 2019, pour cette même parcelle, il y avait eu des attaques de scolytes. Vous pouvez, encore une fois, modifier, voire supprimer carrément. Concernant la chasse, vous voyez que cette propriété-là est sur 2 conseils synégétiques différents. Hein. La surface chassée est d'une 30aine d'hectares. Et le chasseur, c'est M. Pemers, défini aléatoirement. Et donc, vous voyez aussi les espèces qu'on peut retrouver. Le chevreuil ou le cerf, présence occasionnelle. Vous pouvez éventuellement modifier. Alors, ce qui est intéressant ici dans la modification via la partie synthèse, c'est qu'au départ, vous aviez indiqué que toutes les parcelles étaient concernées. Mais peut-être que ce n'est pas toutes les parcelles. En réalité, il y en a peut-être que 3 ou 4 qui sont concernées et vous pouvez changer ici, enregistrer les modifications. Voilà. Et à l'inverse, pour ne pas devoir ajouter, par exemple, le sanglier, quand vous décrivez vos parcelles forestières, si vous avez des blocs relativement homogènes et que vous avez du sanglier partout, pour ne pas devoir ajouter le sanglier à chacune des parcelles forestières que vous créez, vous pouvez éventuellement le faire via la synthèse. Et là, vous pouvez déclarer sanglier, fréquence importante sur toutes les parcelles. Si au départ, vous n'aviez rien renseigné, ou si vous aviez renseigné seulement 1 ou 2 parcelles, et puis tout compte fait, vous vous rendez compte que c'est partout qu'il y en a, vous venez ici, et hop, ça va s'appliquer à toutes les parcelles. Vous ne devez pas aller recliquer individuellement sur chacune des parcelles forestières. Et ainsi de suite, jusqu'aux aspects socio-récréatifs, notamment dans la tourbière, mise en place d'un sentier en caillebotis. Voilà une vue générale sur la propriété offerte par la synthèse. Corentin, est-ce qu'il y a éventuellement des questions concernant la synthèse? Pas vraiment concernant la synthèse, mais il y a eu plusieurs questions par rapport aux voisins. Les gens qui aimeraient bien savoir comment encoder le nom des voisins. Et s'il y a un moyen de... Alors, évidemment, quand vous avez une parcelle cadastrale que vous avez déclarée, vous pouvez mettre des commentaires uniquement sur la parcelle que vous avez ajoutée à votre propriété. Mais rien ne vous empêche, si vous prenez par exemple ici cette parcelle-ci, vous voulez écrire le nom du voisin, vous prenez la parcelle concernée, hein, vous voyez qu'elle est ici, vous pouvez mettre dans le champ remarque, voisin, monsieur L, monsieur X, hein, il est concerné par la parcelle G. Et la 5, ça devrait normalement être celle-ci, mais en fait, c'est plutôt la 17N, pour être tout à fait précis. 17. Voilà, vous pouvez, par exemple, ajouter ça au niveau des parcelles cadastrales. Parce que forcément, si vous n'avez pas rajouté une parcelle à votre propriété, vous ne savez pas la caractériser. Donc, vous devez partir d'une parcelle de votre propriété. Voilà. Une autre question éventuellement? Non. Voilà. Eh bien, pour terminer, je vais vous présenter la dernière partie, qui est la partie export et formulaire. Une fois que vous avez tout encodé dans votre propriété, vous pouvez alors exploiter les informations comme on l'a déjà montré en partie en créant des fiches cartographiques ou bien en regardant la synthèse qui vous donne un aperçu global sur la propriété. Mais en utilisant le menu export et formulaire, vous pouvez créer ce que j'ai appelé au début le document de gestion, le document simple de gestion. Donc, c'est le petit dossier, enfin, ou le gros dossier, ça dépend des informations que vous avez encodées et de la taille de votre propriété, qui synthétise
vraiment toute votre propriété et qui la caractérise. Et pour ça, vous pouvez automatiquement, en cliquant sur le menu, enfin sur le bouton format PDF ou format Word, suivant ce que vous voulez comme type de document, rassembler toutes les informations. Et vous voyez, le logiciel est en train de compiler toutes les données pour vous faire un dossier que vous pourrez imprimer, éventuellement pour remettre à une personne de votre entourage, ou bien pour vous-même avoir l'information pour aller sur le terrain. C'est toujours intéressant parce que vous rassemblez en un seul endroit les informations sur vos parcelles, les parcelles cadastrales, les informations sur vos arbres, hein, tout ce qui concerne les parcelles forestières. Vous rassemblez aussi les informations sur l'environnement, etc. Donc voici ce document qui a été créé automatiquement par le logiciel que je vous présente rapidement. Vous avez évidemment la page de garde avec une localisation globale de la propriété, hein, et toutes les informations que vous avez renseignées. Bois de Fréture sur Vielsalm, environ 36 hectares. Voilà le propriétaire, mon collègue de la Société Royale Forestière, Pierre-Olivier, avec qui nous avons beaucoup collaboré pour la conception de cette plateforme. La liste des propriétés cadastrales renseignées, hein, vous voyez ici que le voisin de la 17M, c'était Monsieur X, hein, concerné par la parcelle 17N. Alors, une carte de localisation de la propriété. Le parcellaire forestier, donc la description de chacune des zones que vous avez renseignées. Donc là, voilà, on avait fait une parcelle forestière qu'on avait appelée feuillue, environ 1 hectare, les opérations qu'on avait prévues, ce qui est planté, etc., la présence du chevreuil. Et vous avez ça pour chacune des parcelles forestières créées. Donc dans la plantation de Douglas, on voit qu'il y avait un peu de boulot, par exemple. Donc, vous pouvez passer tout ça en revue. Alors, vous avez une carte parcellaire. Donc, le parcellaire, c'est la carte qui reprend vos différentes parcelles de gestion, donc vos différentes parcelles forestières. Hein, vous voyez, en fonction de la légende qui apparaît dans le fond, hein, les feuillus, les tourbières, le gagnage, les plantations de Douglas, etc. Évidemment, si vous avez donné des noms relativement longs, il peut arriver que le nom dépasse de la parcelle forestière en question. Et puis, vous avez à nouveau une synthèse à l'échelle de la propriété. Donc, vous voyez que du taillis, vous en avez pour 89 arts, que les futaies feuillues, c'est 1 hectare, etc. Hein, les plantations de Douglas, 1 hectare 44. Alors, vous avez les cartes de type de peuplement, donc ça vous permet d'avoir la répartition feuillu, résineux ou mixte, ainsi que les autres zones. Comme ça, vous voyez qu'on a un très gros bloc de résineux avec 3 poches de feuillus. Et les mêmes informations que précédemment concernant la répartition des essences et les stades de développement. Les surfaces en hectares, la synthèse des coûts pesés travaux, et ici, on a une présentation qui est un peu différente de la version informatisée. On a des tableaux qui reprennent pour chaque année les opérations à devoir réaliser dans les différentes parcelles forestières qui apparaissent à gauche. Et vous avez dans le fond la légende. Vous voyez qu'en 2020, dans la plantation de Douglas, DE, un dégagement était prévu. Les synthèses concernant l'environnement, et notamment Natura 2000, vous voyez que vous avez
9 hectares 21 qui est consacré, qui est concerné par le réseau Natura 2000. Vous voyez d'ailleurs le réseau Natura 2000 qui s'affiche ici à l'écran. On voit bien que c'est la partie tourbière ici qui est concernée. Il y a encore une partie du réseau Natura 2000 là, mais on n'est pas du tout concerné. Et c'est la partie plus au nord de la propriété est hors Natura 2000. Et encore une fois, toutes les actions que vous avez prévues en matière de conservation de l'environnement, de chasse et les aspects socio-récréatifs. Et à la fin, vous avez aussi une synthèse sur les contrats que vous aviez éventuellement renseignés pour la certification PEFC, pour les assurances diverses. Ça, c'est vraiment le document de gestion tel que vous pouvez le créer. Il est complet si vous allez dans cette partie ici. Si vous allez ici à droite, vous pouvez créer un document de gestion succinct de la propriété. Par exemple, si vous voulez demander la certification forestière PEFC, vous devez disposer d'un document simple de gestion. Bien sûr, les personnes qui ont à consulter ce document-là pour vous certifier n'ont pas à avoir accès à toute une série d'informations comme le prix d'achat d'une parcelle cadastrale, etc. Et donc, vous pouvez avoir un document vraiment succinct. C'est celui qui va reprendre toutes les informations où il y avait le petit logo vert PEFC, souvenez-vous, au début de la présentation. Vous pouvez, à partir des informations que vous avez déjà renseignées dans la plateforme, aussi compléter ou pré-compléter automatiquement un certain nombre de formulaires. Par exemple, si vous souhaitez demander une prime à la plantation, prime provinciale, pour une certaine parcelle, vous pouvez cliquer sur le formulaire officiel de la prime qui concerne, par exemple, la plantation de Douglas. Vous sélectionnez la parcelle forestière concernée et alors le logiciel va tout de suite pré-compléter un formulaire qui va renseigner toutes les informations qui sont nécessaires et parfois, évidemment, toutes les informations ne savent pas être obtenues à partir de la plateforme, notamment la signature. Et si vous voulez demander une assurance responsabilité civile pour votre formulaire, enfin pour votre propriété, vous pouvez aussi, en cliquant sur le bouton, pré-compléter automatiquement le formulaire que vous n'avez plus qu'à imprimer, dater et signer, et vous avez l'information directement à jour. Voilà, pour terminer avec cette zone export et formulaire, encore deux points particuliers. La zone tableau qui vous permet de sortir quelques informations au format CSV, donc c'est un format de données qui est compatible avec Excel. Hein. C'est par exemple la liste des parcelles cadastrales ou les types de parcelles forestières. Vous cliquez dessus, ça va vous générer un fichier dans Excel que vous pouvez retravailler. Donc, vous avez les futaies irrégulières, etc. Et les types de plantations. Voilà ce que vous pouvez, par exemple, obtenir, ou la liste des parcelles cadastrales. Et alors, la zone fichier de forme, là, c'est une zone tout à fait particulière qui vous permet d'exporter les données cartographiques que vous avez renseignées dans un format de fichier particulier qu'on appelle shapefile et qui pourra être utilisé dans d'autres logiciels plus professionnels de gestion cartographique, type ArcGIS ou QGIS. Donc ça, c'est pour réimporter dans des programmes tout à fait spécifiques vos données cartographiques. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la plateforme mapropriétéforestière.be. Juste une dernière chose avant de laisser la parole à Anne pour la clôture de cette présentation.
de ce séminaire, juste vous dire les développements futurs de la plateforme. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui a été développée conjointement avec la Société royale forestière de Belgique et Ressources naturelles développement, avec évidemment en tant que partenaire ici présent la cellule d'appui à la petite forêt privée. Nous avons voulu assurer une plateforme qui va durer dans le temps. Donc, nous avons pris les conditions nécessaires pour faire en sorte que cette plateforme puisse durer de nombreuses années. Et bien sûr, nous travaillons en permanence avec le retour des utilisateurs à l'amélioration de cette plateforme. Il y a des modules qui sont en cours de développement actuellement, qui vont sortir en tout cas au plus tard début de l'année prochaine, 2021, j'entends par là janvier, qui vont inclure notamment au niveau cartographique des outils de mesure pour pouvoir mesurer des longueurs ou des surfaces. On va retravailler aussi le menu de présentation des différentes cartes que l'on peut obtenir en allant ici, les fonds de cartes. Voilà, on va ajouter des fonds de cartes et on va retravailler un peu la présentation. Donc voilà toute une série d'améliorations qu'on a prévues. Et alors, je vais dire une toute dernière chose dont j'aurais pu parler dès le départ, c'est que si vous avez une propriété qui est en indivision avec plusieurs personnes et que vous voulez donner l'accès à plusieurs personnes, comme l'identification sur la plateforme est basée sur une adresse email, vous pourriez éventuellement communiquer votre adresse email et votre mot de passe à l'ensemble des indivisaires, mais peut-être que vous ne souhaitez pas le faire. Alors, je vous recommande de créer une adresse email spéciale chez Gmail ou ailleurs, qui sera dédiée à la plateforme et que vous pourrez partager à l'ensemble des indivisaires. Comme ça, tout le monde utilise le même compte et le même mot de passe pour accéder à un espace privé réservé à l'indivision. Bien sûr, si chacun des indivisaires veut créer son espace personnel avec différentes adresses email, c'est toujours possible, mais il n'y a pas d'interaction entre les espaces personnels et donc les informations que vous allez encoder ne seront peut-être pas exactement les mêmes que celles qu'un autre indivisaire pourrait encoder. Donc voilà, j'en termine ici pour la présentation. Corentin, s'il y a des informations encore à communiquer, je peux apporter des précisions. Sinon, je laisse la parole ensuite à Anne pour la conclusion de ce séminaire. Il y a une dernière question. On demande s'il y a moyen d'uploader, par exemple, un rapport de visite de la cellule. Actuellement, on a réfléchi à créer un espace de stockage dans l'espace personnel, mais on n'a pas encore mis en œuvre ce développement-là. Donc, ça pourrait effectivement être possible dans un futur à définir, d'enregistrer des documents ou des photos ou des choses de ce genre-là. Enfin, des fichiers qui viennent de l'extérieur, mais actuellement, ce n'est pas possible. Non, juste une petite remarque peut-être, mais c'est si vite fait de supprimer quand même, hein, parce que tu appuies dessus, c'est supprimé, je vais dire. Hein. Il n'y aurait pas moyen d'avoir eu, qu'il y ait eu une confirmation quand on aurait cliqué par mégarde, je vais dire. Il y a le verrou dont on n'a pas parlé. Oui, effectivement, il n'y a pas vraiment cette possibilité de. Parce que tu vois, c'est vite arrivé, confirmation. Je vais dire. On l'a fait volontairement parce que sinon c'est contraignant. Chaque fois que vous faites quelque chose, on vous demande votre avis, c'est ennuyant. Oui. Par contre, ce qu'il est possible de faire, quand on regarde en haut à gauche de l'écran, à côté du nom de la propriété, il y a un cadenas qui apparaît. Hein, et donc, quand vous avez complété les informations sur votre propriété et que vous activez ce cadenas-là, ça verrouille pour toute modification. Donc, il n'y a pas de risque de faire de fausses manœuvres. Ah oui. Donc, si après vous voulez reconsulter la partie cartographique, chaque fois que vous allez cliquer sur la carte, dans la partie
parcelle cadastrale, par exemple, le logiciel ne va pas vous proposer « voulez-vous ajouter cette parcelle-là » puisque tout sera verrouillé pour modification, et donc là, vous ne savez plus faire que de la consultation. Oui. Voilà, par exemple, un outil intéressant à utiliser pour éviter des modifications par erreur. C'est bien gentil, merci. Merci beaucoup, David et Corentin, pour cette présentation complète et didactique. Et merci à vous, toutes et tous, qui êtes restés avec nous pour écouter et regarder ces explications. Merci, bonne soirée.